Les indications géographiques. De quoi s'agit-il et à quoi servent-elles? Jambon de Parme, Porto, mozzarella, cidre de glace du Québec, thé Darjeeling, vin de Bordeaux, camembert. Ces noms vous sont bien familiers, mais ce ne sont pas que des noms de produits. Si nous les consommons, c'est parce qu'ils reflètent une qualité et un savoir-faire particulier, mais aussi parce qu'ils sont associés à une origine bien précise, un terroir, une région, voire parfois un village. C'est ce qui leur confère une réputation unique. Ils sont extraordinaires et il existe un moyen de les protéger et de les valoriser grâce aux indications géographiques protégées ou IGP. Elles définissent les caractéristiques distinctives d'un produit, le savoir-faire, le processus de fabrication, son origine géographique, le climat. Une indication géographique crée un lien fort entre qualité et origine. Avec elle, le produit prend une valeur considérable, à la fois pour les producteurs dont le travail et le savoir-faire sont reconnus et valorisés, pour les consommateurs qui trouvent à travers ces certifications un gage de qualité indiscutable et sur le marché où la réputation du produit lui confère une valeur supplémentaire. En 2019, on estimait à 77 milliards d'euros le chiffre d'affaires des IGP en Europe. Dans le monde, quelques 10 000 produits sont protégés par une indication géographique. En Europe, on n'en compte pas moins de 3 200. Au Québec, 5 appellations réservées et une appellation de spécificité protègent l'authenticité et l'origine des produits québécois. Au Canada, il existe aussi un niveau de reconnaissance nationale des indications géographiques. Pour l'instant, elles concernent essentiellement des appellations vinicoles. Le seul produit alimentaire disposant d'une IG canadienne est une appellation réservée québécoise, le maïs sucré de Neuville. Tous ces produits sont protégés sur leur propre territoire. Mais que se passe-t-il quand ils sont exportés à l'étranger? Entre le Canada et l'Europe, nous avons un accord clé, l'accord économique et commercial global. Il permet au Canada d'offrir une protection juridique à ses IGP en Europe et vice-versa. 170 indications géographiques sont ainsi protégées dans plusieurs catégories. Cette démarche de reconnaissance mutuelle est particulièrement importante pour les producteurs et les consommateurs, car des deux côtés de l'Atlantique, l'intérêt pour les filières responsables et l'identité régionale des produits est grandissant. Les indications géographiques créent non seulement un lien nouveau entre les consommateurs et ce qu'ils consomment, mais elles protègent aussi le caractère unique des produits sur les marchés intérieurs et à l'export. Pour les producteurs dont les produits ont un lien indéniable avec leur terroir, c'est un formidable levier de développement. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce dernier webinaire organisé par la délégation de l'Union européenne. Cette série d'événements aborde les indications géographiques a pour objectif d'initier ou de poursuivre les échanges entre l'Europe et le Canada. Lors du premier webinaire, un état des lieux des indications géographiques dans les différentes régions du monde a été dressé avec des experts européens et québécois. Par la suite, il y a 2 semaines, ce sont des acteurs du terrain actifs dans la production ou la valorisation de produits reconnus ou en processus d'acquisition d'une indication qui ont partagé leur expérience. Aujourd'hui, nous allons parler d'enjeux politiques et légaux dans la mise en œuvre d'un régime d'indication géographique protégée au Canada et en Europe. Donc, pour ce dernier volet, nous avons le plaisir d'accueillir 3 conférenciers et conférencières. Le premier est Cesare Masetti. Il est président de Qualivita, la fondation italienne active dans le domaine des indications géographiques qui coopère avec des institutions et organismes nationaux et européens. De plus, il est à la tête de l'Association des distillateurs italiens, Assodistil, qui représente les boissons spiritueuses. Et il est aussi membre du comité exécutif Origine à Genève en Suisse. Par le passé, après ses études en économie, il a travaillé dans la distillerie familiale, dont il est devenu le président. Il a également suivi les traces de son grand-père, passionné par le vinaigre balsamique, et a développé un commerce d'exportation de vinaigre de Modène. Puis il a fondé l'entreprise Acetum, qui est devenue le plus grand fabricant et distributeur de vinaigre balsamique de Modène, IGP. Il a été également président de l'Institut national de la grappa et aussi du consortium du vinaigre balsamique de Modène. La présentation de Cesare portera sur le rôle des consortiums dans le système des indications géographiques en Italie.
Notre deuxième intervenant aujourd'hui est Spyros Tachatis. Il est diplômé du département des sciences et technologies de l'alimentation de l'Université américaine d'Athènes. Il a également complété un MBA et un PhD sur la volonté des consommateurs à payer pour contribuer au marché des produits agricoles de qualité. Il est actuellement agent de planification stratégique et politique à Elgo Demeter, l'organisation agricole hellénique supervisée par le ministère grec du développement rural et de l'alimentation. Il est aussi assistant de recherche à l'Institut d'économie et de recherche agricole. Son expertise scientifique porte sur la gestion du marketing et la gestion de l'assurance qualité. Ce sont des thématiques qu'il a d'ailleurs enseignées à l'Université de Patras et celle de Pirée. Spyros abordera aujourd'hui le sujet du contrôle de la qualité en parlant de la traçabilité et de la prévention de la fraude. Finalement, nous avons le plaisir d'accueillir Renata Watkin. Elle est doctorante à la faculté de droit à l'Université d'Ottawa. Elle est titulaire d'un baccalauréat en droit dans la même université et d'une maîtrise en affaires internationales de l'Université de Carleton, où elle a également enseigné des cours sur le droit de commerce international pendant plusieurs années. Avant de devenir avocate, Renata Watkin était diplomate spécialisée dans le commerce international. Son intérêt pour les indications géographiques vient de son expérience en commerce international et de ses études en tant que spécialiste du vin, car elle a obtenu le certificat de sommellerie avancée avec distinction par le Wine and Spirit Education Trust basé à Londres. Sa présentation portera sur les aspects légaux des indications géographiques au Canada et leur cadre légal. Donc voilà pour les présentations de nos conférenciers aujourd'hui. Pour le déroulement de ce webinaire, nous allons commencer avec les 3 présentations. Chaque conférencier dispose de 10 à 15 minutes pour faire son exposé. Je les préviendrai en cas de dépassement. Comme pour les webinaires précédents, l'auditoire peut poser ses questions en tout temps, donc via la section Q&A qui se trouve à la droite de votre écran, et nous traiterons ces questions en toute fin des présentations. Donc, nous avons une période de 20 minutes pour répondre aux questions. Juste avant la fin de cette période de questions, nous aurons l'intervention d'une 4e personne. Nous avons la chance d'avoir France Gravel, qui est vice-présidente d'Ecocer Canada, qui prendra la parole pour nous faire une courte présentation d'Ecocer et de son rôle dans le régime d'indication géographique au Canada. Pour information, le système de traduction est disponible, donc les conférences seront les 2 premières en anglais et la dernière en français. Donc si vous avez besoin d'une traduction, vous pouvez y avoir accès via l'application Web Switcher Pro que vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou sur l'ordinateur. Et le code de la conférence est V-9903. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à notre premier conférencier. Now I will let Cesare Mazzetti speak. So, Cesare. Hello, can you hear me? Yes. Okay. So, bonjour, madame et monsieur. Malheureusement, mon français s'est terminé ici. I'm very sorry, I cannot speak French, and so my conference will be in English. I'm proud of being here to speak about the system of the GIs, the geographic indication in Italy, and the role of the consortium into them. Can you see my presentation? Because unfortunately we have some technical problems. Can you see my presentation here? Okay. So if you can't, please let me know. I'm the president of this foundation, which is called Qualivita, which is a foundation which is in its 20th year of activity, and for 20 years we have been taking care of the studies and research for the valorization of the Italian GIs, the geographical indication. We have been founded by 4 big associations. One is Origin Italia, which is the association of all the consortia for the food products, for the geographical indication food products in Italy. One is FederDoc, which is the equivalent of Origin for the wine consortia in Italy, having 78, as you can see, wine consortia, part of them. And then there are the 2 main control bodies for certification of the geographical indication, which are CSQA, more active on the food, and Valor Italia, the first control body for the wines. We cover 7 basic activity, which are
publishing, research, training, lobbying, innovation, networking, and valorization. Just to give you a short view, publishing, every year we publish a number of magazines or publication books which speak about the GIs in Italy. Then we do research on the sociological and economic aspects of the geographic indication. We do training, so we have seminars and conventions like this one, for instance, both in Italy and abroad. We do some lobbying action, which means taking the stakeholders together into national meeting and trying to put together, especially in European area, to represent their needs. We participated, by the way, to the Expo 2015 in Milan. We were one of the organizers. We do some innovation with the websites and all the tools that you well know. We do networking with all the associations in the world which are getting involved into the GI systems in all the world, trying to put them together because we believe they are a force. Then we do also some valorization activities. The one which is famous and which I like to speak here about was made with a multinational McDonald's that in Italy about 10 years ago started mixing their products with GI products like Parmigiano Reggiano or Provolone or Asiago cheese. And at the beginning we were criticized, but then we noticed that Italian young people get more close to the geographic indication also through this channel, which was now is a very, very required channel, and McDonald's is continuing with success into this activity. This is just a small example of what we do. Talking about the geographic indication, in Italy, they represent, Italy is the world which has the most geographic indication, is the country which has the most geographic indication in the world. In Italy, we have the general food industry, and then the geographic indication which represents a good share of it. We have 835 total GIs between PDO and PGIs, of which 310 in food and 525 in wines. The production area devoted to the cultivation and the production of PDO and PGI is 56% of the total Italian area. The production value represents 60 billion euro, and it is a 20% of the total Italian turnover of the food industry. And also we have a very strong export, which reaches 21% with the GI, which is a very good thing because these GIs are kind of ambassadors of the Italian style of life in the world. Here you can see a list of the main products that we do of these 835, and you will find names which for sure you know very well, like Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Mozzarella di Bufala Campana, Aceto Balsamico di Modena, which is a product which I know very well, by the way, as it was said. Now, coming to the role of the consortia in the system in Italy, the system of the GI is ruled at European level by a regulation. Every country has little nuance of difference, and the system in Italy is very, I would say, bold. Somebody says complicated, but in reality, it works very well. Just to give you a short overview, there are some public bodies which are overseeing this system, basically turning around the Ministry of Agriculture, which has some branches, and there are other bodies like the custom and the coastal guard, and then there are also kind of authorities for controls. Then there are private bodies which are devoted to the control, especially of the GIs on a daily basis, and there are the organization like the Association of the Consortium, the recognized consortia, which are more important than an authorized consortia, but because they are also part of the producer group, and there are also some bodies for valorization like Qualivita, for instance, our foundation. Then there are the third bodies, which are the bodies which oversee the bodies for certification, like Accredia, which is at the head
of the body for certification. The role for registration starts from a producer association, a group of producers, which can be an association or a consortium, going to, with the help of the regional body, because in Italy we have 20 regions, they go to the regional body to show their willingness to have their product protected. They write a disciplinare, which is a standard of identity. They present it to the Ministry of Agriculture. It is published on the Italian basis, on a national basis. There is a procedure for objection or opposition, which is open for a certain number of days, 60 days, to everyone who could be against this passage, this registration. Then the ministry again finalizes the standard and sends it for the registration to the European Union, which in turn makes their own checks. And there is also another procedure of objection on a European basis. After this, there is the publication of the standard of identity, of the protection, of the recognition. From that point, there is it starts the real activity of the Association of Producers, or better named consortium, because this group becomes very important in order to oversee the production, to give rules, and to lead and to promote the product. The consortium, when they are strong enough, and I will come to that point soon, they are recognized by the state, by the government, with a law, with a decree, and from that on, they have certain powers which are very strong. In addition, they have to write the control plan, the plan of the controls, which is the group of controls which the certifying body has to apply to every producer in order to ensure that the product has been made according to the standard of identity. The role in defining product specification is basic, is very important, and it is a role typically of the consortium. As you probably know, if there are some producers listening to me, the producer, not all the producers see the product in the same way. There is a tradition, but sometimes tradition has different nuance, different shades, and everyone tends to want his shade to prevail over the others. So it is very important to have everyone together to build this ID card for the product, which will be the one which will accompany the product through its development in the future. So there are the raw material description, I just to mention some, but this will be given to you if you wanted this presentation. But so there will be an evidence of the product origin, the link with the tradition and the geographical origin, and also it will specify which is the control body which will control the quality of the product. After this, of course, the consortium has to discuss the control plan, which is discussed with the control body, which is named by the consortium, cannot be a producer, cannot be controlled by the producer, must be autonomous, must be a third party. And the control plan lists all the controls that have to be checked to the producer. It is authorized by the ministry, and the ministry gives power to the control body to certify the products from that time on. The role in obtaining the recognition, the control can obtain a recognition from the ministry, and I will tell you why it is an important step. There are some rules, because to be recognized, which means to have a legal authority on the product, the consortium, of course, must be strong, must be representative. So it must represent for the food at least 2/3 of the total GI production certified. So a consortium made by several producers representing a good volume of production, that is a consortium which is recognized by law as a consortium having certain function. The wine has different rules, but basically they must be representative. As you can see, it must represent at least 40% of the producers and 60%, 66% of the total certified product. The recognized consortia also have to stay to certain aspects. For instance, they have to represent the majority of volumes. They have to be composed only by producers. They have a transparent behavior, and having an assembly and board of directors which are reflecting the importance of every producer inside it. And they must assure a vote to everyone, and they have some certain regulations which are overseen by the state.
Their role, once a consortium has been recognized, the role is to protect, to promote, to valorize, so they build the reputation, and to safeguard the GIs. These are very important steps. To do this, usually a consortium is composed by a board of directors, which are producers, with a director. Then it has offices of service, of which the two important ones are the last one, the legal office and the communication and marketing, because these two actions, these two functions, are the two functions which are done in not only for the benefit of the producer, but especially for the benefit of the product and for its development. So in the system, there are, so you can see the designated authorities in the control, I'm talking about control, which are doing a general surveillance, so they are intervening when it is needed. But then there are the certification bodies and the consortium, the control agent, which are depending from consortium, who do a continuous check on the product, even on the market through at the retailer level, or in the production facilities and along all the manufacturing chain, which is very important to ensure that the quality is compliant to the disciplinary, to the standard of identity. These are just numbers to show that this group of people made a lot of controls. In 2018, 12,000 controls were carried by the state authorities, and they checked 7,000 producers, and also there were unfortunately some sanctions, some fines, which are beneficial for the system to work. Then there are independent controls, which are made by as I said, on the level of the retailers. They are made by consortium through their employees, which are visiting the shops, the restaurants, to check that when a restaurant says Parmigiano Reggiano, is actually using Parmigiano Reggiano, and they can do fines in case it's not like that. So this ensures that the product name is protected at every level. Again, talking about legal protection, the consortium, once it is recognized, so once it's strong, can represent the product in front of the institution and the courts. In the institution, to do changes, for instance, in the laws, in the manufacturing systems, and so on. In the courts, for protecting from imitation or revocation. Here you see some example. In Europe, for instance, it's forbidden to use the name Parmesan because the Parmigiano Reggiano won after a long series of cases to have the protection on this name, and the protection extends to the name Parmesan, which is not the same, for instance, in the US, but I think is the same in Canada. For Balsamic Vinegar of Modena, there are a lot of indication, and also the consortium was successful in defending the names. These are activities which are per se, they are for the product, of course, but they are helping the producer to sell more and with more protection and to maintain their margins a little bit higher. What is the nicest part of the consortium is, of course, the promotion and the building of the reputation. And there are hundreds of examples. I just brought something here. The consortium as a group, they can do much better than the single producer, especially in industries, in sectors where the production are small and the producers are small. So the union makes the force. In this case, we say the strength is given by the union. Everyone participates with their own contribution, and this makes possible big action on the TV, even on the TV, as you can see here for some products, but at every level, to sustain the image and reputation of the product, and so to sustain its success. 2 minutes left. Is finished. On a final note, you can see a difference between a recognized consortium and single producers. A recognized consortium, as I said, is particularly strong. It has, for a protection and promotion side, it has a very high strength, and also it is helped in Europe with European and national contribution. Single producers are not protected the same way because they go alone, and of course their strength is much more diluted. I'm sorry, I would have liked to tell you something more about the political tensions within consortia, but maybe during the question. Thank you very much. Thank you for your presentation, Cesare. Thank you for the
the time too. So now we follow with Spiros Stachiatis. Microphone. Yeah, I'm sorry. Good morning for me. Thank you very much for your invitation in the webinar. First of all, let me introduce Elgodimeter, which is the Greek organization for the certification and inspection of agricultural products. It's here in Greece, it's a private body, non-profit organization operating under the auspices of the Ministry of Agriculture. Main object of Elgodimeter is to develop and to support actions to modernize and develop the agricultural sector of the country, to audit enterprises and certify the quality of the agricultural products and foods according to the EU regulation. The EU regulation has, among others, the objective to identify, protect and promote products which have certain specific characteristics, but to protect them from misuse and counterfeiting. According to the EU, there are two main EU quality designations, PDO and PGI products. PDO refers to protected destination of origin, and PGI refers to protected geographical indication. In this slide, I mentioned for formal reasons the exact definitions of these products, but there is no need to explain them in details at that time. I want to say that the most popular designation is the PDO products. Greece ranks 5th among countries with registered agri-food products. Greece have 114 products. Italy is the first, as Cesar said. The majority of them are fruits, olive and cheeses. It's worth mentioning a little more about cheeses, because it is the category of PDO products with the most exports. Needless to say that one of the most famous Greece's products is feta PDO. As we can see in the table, for the period 2015 to 2018, where quantitative information is fully available, PDO cheese production has been stable. However, there is an increase for the feta in particular. According to the data regarding the total production of PDO cheeses, we have an increase of 24%, while for feta we have an increase for 26%. Let me share with you some data on exports. From these figures, it appears that almost all exports of PDO cheeses corresponds feta over 90%. In order to ensure the correct use of indications, operators should be certified and a strict traceability system is necessary. For this reason, a control mechanism has been set up. This mechanism requires cooperation between different services, both nationally and internationally, collaboration with national authorities, with other member states, and with third countries. I will refer later to the presentation on the cooperation between EU and Canada. At the national level, the control and certification system is based on 3 pillars: the Ministry of Rural Development, the Greek Agricultural Organization, Demeter, Elgodimeter, and the Rural Development Directorates of regional units. This system allows the dissemination of information and the flexibility of the control system between the central government and the regional units. Very important for the implementation of the certification of the products. The following figure summarizes the structure of the services involved in the control and certification of products. At the top of the hierarchy, we have the Ministry of Rural Development. At a lower level, we have the Elgodimeter and the Directorates of Rural Development. To be more precise, in the Elgodimeter, the responsibilities are divided into different departments, which are in direct cooperation with each other: the Department of Certification and the Department of Controls and Inspections. At the same time, the EU regulation ensures that member states shall undertake checks based on a risk analysis. It is important to note that the design of the audits and certification program is based on a risk analysis taking into account various parameters, from the primary production to the retailers and supermarkets, which lead to pinpoint specific control actions. Elgos responsibilities. Elgodimeter is the Greek authority responsible for the assessment of the application and supporting documents submitted by operators in order to be registered as approved, certified operators.
to maintain the national register of approved operators, and to perform checks. Last but not least, ELGO has created and popularized from the early days its own certification logo obligatory for the labeling of Greek PDO-PGI package products. The following diagram illustrates the process of integrating companies in the control and certification system. At the beginning of the process, we have the submission of the application by the company. This is followed by the evaluation of the application, which includes the on-site inspection of the company premises. In cases of non-compliance, the case is archived. Otherwise, the company is certified and included in the register of the beneficiaries of PDO indication. From the moment of its entry in the register, the company enters surveillance system. In case of non-compliances, and depending on the type of the violation, there is the possibility of temporary or permanent removal of the right to use the indications. At the same time, market controls ensures the correct use of the indications of all companies operating in the market. In case of infringements, enforcement measures are imposed by the Ministry of Agriculture. The register of companies that use the indication includes the name and place of the enterprise, the type of agricultural product, the product category, PDO, PDI, and the date of approval. The control system includes audit at the company premises, which includes evaluation audit, evaluates the ability of the company to produce, package, distribute the PDO product according to the specifications. Supervision audit monitors the continued compliance of the company with the specifications. Extraordinary audit, mainly following a complaint, suspicion, or information from other control bodies. Last but not least, checks may also be carried out on companies which have not been approved, and in particular concern the correct use of the labeling of the products. The control and certification system ensures that the quantity of the PDO product produced is justified by the amount of used raw materials, the observance of traceability, and the product labeling meets the requirements of the legislation concerning PDO products. The control includes the following fields. Let's start with the raw material, the manufacturing technology, the production and mass balance, and last but not least, the traceability. Traceability has become a critical element of supply chain management, particularly in safety-sensitive sectors like food. Sampling is carried out according to the European legislation. An essential element in the reliability of controls is sampling activities, such as raw materials, incomplete processed product, and the final product. We use the appropriate ISO for specific products. For example, ISO 15 for standard for olive oils, and etc. In addition to on-the-spot checks, market checks and controls on all types of advertising material are carried out in order to ascertain the correct use of indication, marks, and symbols. I show you the certification level of AgroCert is compulsory for any Greek PDO or PGI product, along with the community PDO or PGI label or PDO or PGI words. Certified companies based in Greece that produce pack or trade PDO or PGI products have to use the following mandatory requirements on the packaging according to national and EU legislation. For example, for feta cheese PDO, European Union symbol, AgroCert symbol, certificate number, number of address, product weight, product date. As far as feta is concerned, feta is a PDO cheese, is produced only in Greece and exclusively from sheep's milk or sheep's and goat's milk up to 30%. No cow's milk is used. It is very useful to know the correct way of labeling the products. We will present an example with feta. On the front side, the package, we have the name cheese, the name of protected destination origin feta, European symbol, symbol of AgroCert, net weight, name and address of the producer. On the back side, we have the production date, the packaging date, the name of address, and the symbol of feta, which means feta. Let's continue with the market control. There are companies that trade white cheese using protected name feta, which is made from cow's milk,
and is produced in countries other than Greece. I'm referring to the protection of the indication inside the EU. Here we can see, as an example, Bulgarian feta or Danish feta. Another example of imitation products, white cheese Patros feta. The label refers as the country of production Germany, and the packaging bears the PDO mark. This is incorrect products. Another two examples, feta is some examples of imitation products. Regarding the use of term feta in Canada, it's noteworthy to refer to the agreement reached between Canada and the European Union. Feta is protected in the European Union-Canada Free Trade Agreement. According to CETA, it is prohibited to place on the Canadian market a product that has the indication Greek feta or bears any mark, symbol, image, and name that refers to Greece if it's not Greek feta. There will be a clear indication on these products that they have been produced in Canada. Except for all producers before 2013, new entries should indicate in a prominent place feta style Greece or feta imitation Greece. This is very important for the protection of the indication. For years 2018 to 2019, ELGO has carried out audits in various fields on the spot checks of PDO, PGI in enterprises and on-site inspections, which means market control. Based on the results of audits in both companies and the market, there are cases of non-compliance for further enforcement measures. Here is the numbers of these cases. The range of enforcement measures are administrative fines up to 3,000 euros imposed by Ministry of Agriculture, criminal sanctions such as imprisonment for at least 2 years in case of severe infringements, withdrawal of certification, permanent or temporary, by ELGO Dimitri. The EU regulation sets the framework and the general objectives for the protection of GIs, but eventually each country adopts separately its own procedures and specific national legislation for this matter. As an example, there is no standard procedure for the integration of businesses to the quality management system, and each country implements a different approach. As a conclusion to the above, the EU regulation sets the framework from the overall operation of the system within the European territory, but also allows for the required flexibility of each country to be able to implement its own procedures in order to ensure compliance with product specification during official controls and protect consumers from possible frauds, imitations, and other infringements. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your presentation, Spyros. So maintenant, Renata, je vous laisse la parole pour la dernière conférence. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Je vais t'aider à ma présentation. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Oui, il faut juste vous mettre en mode plein écran, ça va être parfait. Oui, d'accord. OK? Ça va? Oui, c'est parfait. OK. D'abord, je tiens à remercier la délégation de l'Union européenne au Canada de l'opportunité de présenter le panorama juridique des indications géographiques au Canada, de discuter comment les indications géographiques provinciales peuvent être conciliées avec la loi sur les marques de commerce. Il faut noter d'emblée que le Canada est une fédération. Ça veut dire que les provinces jouissent de beaucoup d'autonomie au sein de la Fédération canadienne. Donc, au Canada, les indications géographiques sont réglementées tant au niveau fédéral que provincial. Au niveau fédéral, on a la loi sur les marques de commerce et au niveau provincial, on a
au Québec, c'est notre thème d'étude, on a la loi sur les appellations réservées et les termes valorisants et ses règlements. Et il faut noter que la loi québécoise est la plus avancée au Canada, une fois que elle couvre pas seulement les boissons alcoolisées, mais aussi les produits agroalimentaires. Je me demande, au cours de ma recherche dans le contexte de mon doctorat, si la loi sur le marque de commerce, elle encourage les indications géographiques provinciales. Et je pense que non. Et ça pour 3 raisons. D'abord, il y a plusieurs régimes juridiques qui s'appliquent aux indications géographiques sous la loi sur le marque de commerce. Et cette multiplicité de régimes juridiques, ça cause de la confusion, non seulement chez les associations de producteurs, mais aussi chez le gouvernement fédéral, les négociateurs des accords internationaux et même les gouvernements des provinces. La deuxième raison, c'est que les régimes juridiques des indications géographiques spécifiquement sous la loi sur les marques de commerce a été conçu uniquement avec le but de mettre en œuvre les obligations internationales du Canada sans avoir eu égard aux indications géographiques domestiques. Et la troisième raison, c'est que il me semble que les législateurs fédéraux ont sous-estimé la nature des indications géographiques comme des instruments de développement territorial et agricole. Et ça a eu comme conséquence ils ont sous-estimé le rôle des provinces aussi dans la formulation des politiques de protection aux indications géographiques. Vous comprenez que à cause des fonctions des indications géographiques en tant que instrument de politique territoriale et agricole, il y a des implications constitutionnelles très importantes. D'abord, la loi sur le marque de commerce relève de la compétence législative fédérale, d'où le pouvoir fédéral sur le trafic et le commerce. Et dans le Parlement, que les législatures provinciales ont le pouvoir concurrent de décréter des lois au sujet de l'agriculture. D'autre part, la compétence provinciale sur les indications géographiques découle du pouvoir exclusif qu'ont les provinces sur la propriété et le droit civil. Donc, c'est un panorama constitutionnel très compliqué. Les régimes juridiques de protection des indications géographiques alimentaires sous la loi sur les marques de commerce sont d'abord les marques de certification, les marques officielles et les indications géographiques protégées. Et dans ces cas, l'indication doit appartenir à une catégorie prédéterminée qui figure à l'annexe dans l'annexe de la loi sur les marques de commerce. Chaque régime juridique a un niveau différent de protection. Par exemple, les marques officielles, elles offrent le niveau le plus élevé de protection dans le Canada, mais elles ne protègent pas les indications géographiques à l'étranger. Par contre, les marques de certification, elles offrent les niveaux les plus faibles de protection, mais elles peuvent
elles peuvent être utilisées pour protéger les indications géographiques à l'étranger si on fait les demandes d'enregistrement dans chaque juridiction qu'on a l'intérêt d'obtenir la protection. Et enfin, les indications géographiques protégées, elles ont un très bon niveau de protection, mais il y a une limitation importante, c'est que le produit doit être, ou l'indication doit être incluse dans la liste qui figure à l'annexe, qui d'abord reflète la liste du CETA, de l'accord entre l'Union européenne et le Canada, et aussi dans l'accord entre le Canada et la Corée, la République de la Corée. Donc, si le produit n'appartient pas, si l'indication géographique n'appartient pas à une catégorie de l'annexe, le produit ne peut pas être, ou l'indication ne peut pas être comprise ou incluse sous la loi sur les marques de commerce en tant qu'indication géographique protégée. Ça, c'est une limitation importante. Bon, comment les indications géographiques alimentaires québécoises intègrent à la loi sur les marques de commerce? D'abord, l'agneau de Charlevoix, on sait que c'est une indication géographique protégée au Québec depuis mars 2009. C'est la première indication géographique désignant un produit alimentaire au Canada, mais cette indication est protégée seulement au niveau provincial. Cette indication, elle peut être une indication géographique protégée prévue dans la loi sur le marque de commerce sous la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées. Cependant, l'agneau de Charlevoix ne serait pas protégé automatiquement en Europe une fois que cette désignation n'a pas été incluse dans la liste négociée dans le contexte de l'accord entre le Canada et l'Union européenne. Et ces produits, cette indication, elle existait déjà quand cet accord a été négocié, mais pour des raisons que je ne comprends pas, elle n'a pas été incluse dans la liste des indications géographiques du Canada. La liste du Canada n'a aucune indication géographique. Le cidre de glace du Québec. Ça, c'est une marque de certification déposée par les cidriculteurs artisans du Québec en 2013. Donc, elle est protégée sous la loi sur les marques de commerce. Elle est aussi une marque officielle, annoncée le 8 novembre 2015. Donc, vous voyez le chevauchement entre les différents types de protection. Malheureusement, le cidre de glace du Québec, qui est un produit d'exportation, ne peut pas être une indication géographique protégée sous la loi sur le marque de commerce. Et d'abord parce que le cidre ne peut pas être classifié comme du vin, parce que le cidre ne vient pas du raisin. Donc, ce ne peut pas être considéré comme du vin. Et le cidre ne peut pas être classifié comme une boisson spiritueuse parce que le cidre n'atteint pas le niveau alcoolique qui est exigé dans les cas des boissons spiritueuses. La deuxième raison, c'est la catégorie cidre ne fait pas partie de l'annexe de la loi sur le marque de commerce, malgré le fait que cette indication géographique québécoise existait déjà lors de la négociation de l'accord CETA entre le Canada et l'Union européenne. Donc, du point de vue de la loi sur le marque de commerce, spécifiquement
dans la catégorie d'indication géographique protégée, c'est une indication orpheline. Les maïs sucrés de Neuville. Bon, ça c'est une indication qui est plus récente. Elle date de juin 2017. Elle est protégée seulement au niveau provincial. Elle n'est pas une marque de certification. Elle n'est pas une marque officielle sous la loi sur les marques de commerce, mais elle peut être une indication géographique protégée prévue dans la loi sur les marques de commerce sous la catégorie de produits de légumes frais et transformés. La seule question, est-ce qu'il y a de l'intérêt de la part des producteurs une fois que c'est un produit plus local? C'est une question que les producteurs eux-mêmes doivent se demander. Et la solution pour ces questions très compliquées de juridiction et d'harmonisation de la loi fédérale avec la loi provinciale, je pense que d'abord, la loi sur les marques de commerce doivent être simplifiées. Il y a plusieurs régimes qui se chevauchent et ça crée beaucoup de confusion. Et ça empêche les négociateurs du Canada, ça empêche les législateurs de voir clairement où les IGP, les indications géographiques canadiennes doivent se placer. L'autre solution, je pense, passe par l'éducation. Et quand je parle d'éducation, je me réfère spécifiquement à l'éducation sur la vraie nature des indications géographiques. Ce n'est pas seulement comme une marque de commerce. Les indications géographiques, elles ont quelques fonctions qui sont similaires aux marques de commerce, mais les indications géographiques, elles vont au-delà des marques de commerce parce que elles jouent un rôle dans la politique agricole et de développement du territoire. Et enfin, je pense que une fois que il y a une meilleure compréhension de la nature des indications géographiques et de leur rôle, la coordination entre le gouvernement fédéral et les gouvernements de province serait aussi essentielle. Et si vous voulez vous approfondir sur ce sujet, j'ai publié un article dans le Intellectual Property Journal qui explique en détail ces enjeux. Et j'ai aussi un autre article sur la propriété intellectuelle et l'innovation où je parle spécifiquement du vin de glace du Québec. Ça peut être intéressant pour les producteurs et les membres du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral. Et ça conclut ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Renata, pour votre présentation. Donc voilà, nous avons terminé avec nos trois conférenciers. Renata, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir partager sur la plateforme vos articles. Donc comme ça, ils seront disponibles à toutes les personnes présentes sur la plateforme. C'est quelque chose que vous pourrez faire. Ah, OK. Donc, nous allons passer maintenant à la période de questions. Nous avons une première question qui s'intéresse en fait au lien entre Algo Demeter et Qualivita. Donc, je vais poser la question à nos deux conférenciers. Donc, je vous la pose en anglais. Do Algo Demeter and Qualivita work together? I don't know, in Europe or in Canada. So, are there a link between them? I don't know who wants to answer. Excuse me, can you again the question in English? Yes. Do Algo Demeter and Qualivita works together?
there is a link between them or not? Between Qualivita and whom? Algo Demeter, the organization of Spiros. The organization of controls, you said? Sorry, because the voice is coming and going here. Okay. So, do you hear me? Yes. Yes. So the question is a relationship with Algo Demeter and Qualivita. No. In Greece, no, we don't have a relationship because we are working on an Italian basis, and we work only with the consortium and the association in Italy. But Algo Demeter is very similar to the CSQA and Valore Italia organization, for what I understand. There are some differences between Greece and Italy as for controls. For instance, Spiros said that they do controls on the retailer basis. In Italy, consortium do the controls and the authorities on the retailer basis. And certification bodies do only with the producer. But we work in a similar way. I would like to add something that in Greece, Algo Demeter is the certification body. That's the difference from Italy. Yeah. Okay. I think it's crystal clear, this. Thank you. Another question for you, Spiros. If there is a lot of case of fraud with feta cheese in Canada? Yes. Can you be a little bit more specific about this? I don't know exactly the details. So if somebody knows something, send to us and investigate the case. I want to add that the SETA agreement, I think it helps these to avoid these cases. Thank you. Ensuite, nous avons des questions qui sont plus par rapport au Québec et au Canada. Donc, Benjamin Valin, peut-être pour Renata, nous demande est-ce qu'une indication géographique reconnue comme telle au Québec peut-elle être mentionnée sur un produit qui ne correspondrait pas au cahier des charges, donc non originaire du Québec, et être commercialisée ailleurs au Canada? Faut allumer votre micro, Renata. Oui, voilà. OK. Donc, pourrez-vous répéter la question? Oui, bien sûr. Donc, est-ce qu'une indication géographique reconnue comme telle au Québec peut-elle être mentionnée sur un produit qui ne correspondrait pas au cahier des charges, donc non originaire du Québec, et être commercialisé ailleurs au Canada? Donc, par exemple, est-ce qu'un cidre de glace non produit au Québec pourrait s'appeler... En fait, c'est que le problème, c'est que c'est le cidre de glace du Québec en général. Donc, est-ce qu'on pourrait commercialiser un cidre de glace du Québec, mais qui serait pas fait au Québec, qui ne répondrait pas au cidre de glace tel que le cahier des charges le mentionne, ailleurs au Canada? Bon, je pense que ça dépend. Ça dépend si le produit est protégé sous la loi sur les marques de commerce en tant que marque de certification ou comme marque officielle, même si le produit n'est pas protégé comme indication géographique comme telle. Le produit, cette indication, ce nom de produit peut être protégé soit comme marque de certification, soit comme marque officielle. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que la surveillance, dans ce cas, sous la loi sur les marques de commerce, la surveillance est privée, d'accord? Donc, tandis qu'au Québec, la surveillance se fait par le truchement du CARTV. Sous la loi de commerce, cette surveillance et les mesures à prendre, elles sont privées. Donc, les producteurs concernés doivent commencer une procédure sous la loi sur les marques de commerce. Il n'y a pas d'intervention du gouvernement fédéral dans ce cas. D'accord?
Merci beaucoup. Merci. Je vois le temps qui file, donc nous allons laisser la parole à France Gravel pour qu'elle ait quand même le temps un petit peu d'intervenir et de développer un peu sur EcoCert. Donc bienvenue France, et je vous laisse un petit peu de temps pour votre présentation. C'est un peu différent de ce qui a été présenté pour l'Italie et la Grèce. Nous, on est un organisme de certification qui existe depuis 25 ans. On travaille à travers le Canada. On fait partie d'un groupe qui est international, qui travaille dans une bonne partie des pays existants. On a environ une centaine de personnes qui travaillent avec nous, qui sont réparties dans 4 bureaux à travers le Canada, et bon an, mal an, on travaille avec environ 5000 entreprises. Notre rôle à nous, c'est vraiment, lorsqu'il y a un cahier des charges qui a été établi, c'est vraiment de s'assurer que les gens qui veulent profiter de l'appellation rencontrent les critères. Alors nous, notre rôle se limite aux gens qui veulent utiliser les appellations, et actuellement, on a été choisi au Québec pour être l'organisme de certification qui contrôle les appellations qui ont été réservées, soit les vins cidres du Québec de glace, le maïs, le lait de vache canadienne et il y en a un autre, l'agneau de Charlevoix. Donc, on a été impliqué à partir du moment où le cahier des charges a été établi, accepté par le CARTV. Comme on a été l'organisme de contrôle choisi, on a été impliqué dans l'organisation du plan de contrôle qui a été mentionné, je crois, par Césarée. Donc, comment on va faire la vérification pour chacun des critères, quel est le type de contrôle qu'on va faire et quels sont les écarts qui pourraient être constatés par rapport à ces contrôles-là et quel est l'impact de ces écarts-là. Donc, en fonction de la gravité de l'écart, on a différentes possibilités. Soit les gens ont un certain délai pour se mettre en conformité, ou alors il n'est pas possible d'émettre la certification. Au Québec, c'est le CARTV qui est responsable, qui a la juridiction, l'autorité qui lui a été donnée de par la loi de faire la vérification sur le marché. Donc, chez les détaillants, c'est le CARTV qui a ses propres inspecteurs qui ont la possibilité de faire des retraits de produits, de donner des amendes, d'intenter des poursuites s'il y avait un usage frauduleux d'une des appellations qui est réservée. Et ça inclut l'appellation biologique, là, qui, elle, est réservée depuis le démarrage du système. Alors, c'est vraiment 2 instances différentes. Nous sommes sous la responsabilité du CARTV qui nous audite afin de s'assurer qu'on fait notre travail correctement. On a un peu le même genre de vérification qu'on fait nous chez nos clients, c'est-à-dire le CARTV va venir auditer nos pratiques, s'assurer qu'on suit bien nos procédures, que notre travail est fait adéquatement. Il va aussi accompagner sur le terrain nos inspecteurs durant leur travail, s'assurer qu'il n'y a pas de consultation qui est faite, notamment ce qui n'est pas autorisé pour un organisme de certification. Et c'est vraiment tout ce qui s'appelle protection de l'appellation, c'est vraiment de la juridiction du CARTV. Les organismes de certification, c'est vraiment pour le demandeur, c'est là où on intervient, s'assurer que les critères sont rencontrés. Donc, je crois pas que je vais aller beaucoup plus loin parce qu'on a déjà présenté beaucoup de choses dans les présentations précédentes qui expliquent un peu le cheminement, comment l'entreprise s'inscrit et qu'est-ce qui se passe ensuite. Juste pour vous dire que dans la majorité des cahiers des charges actuellement réservés, des appellations réservées, il y a une obligation de contrôle annuel et un certain pourcentage de contrôle qu'on appelle inopiné, où on n'informe pas l'entreprise qu'on va y aller et ça permet de gérer le risque. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Gravel. Nous allons continuer avec les questions. Nous avons une question de Clémentine Gombard qui demande de nouveau, probablement pour Renata, une question sur le cidre de glace. Donc, sa question, c'est est-ce que le fait que le cidre de glace du Québec soit une marque officielle lui permet d'être automatiquement protégé dans toutes les provinces et à l'étranger? Vous aviez partiellement un peu répondu, mais est-ce qu'à l'étranger, ça lui garantit aussi une protection? Oui, merci, Gwenaëlle. Non, les marques officielles protègent les indications géographiques seulement au Canada. OK? Donc, pour obtenir la protection à l'étranger, il faudrait utiliser les marques de certification. Parce que présentement, le régime des indications géographiques protégées sous la loi sur les marques de commerce ne permet pas l'enregistrement du cidre de glace. Donc, il faudrait enregistrer, faire des demandes d'enregistrement du cidre de glace en tant que marque de certification dans chaque juridiction étrangère qu'on désire de protéger cette indication. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Encore une question pour vous. Décidément, c'est Claire Côté qui nous demande, en fait, est-ce que vous pourriez élaborer sur les raisons qui font que les IGP du Québec ne sont pas sur l'annexe de l'entente fédérale? OK, merci. J'ai eu l'occasion de lire les débats les débats qui ont eu lieu au Parlement canadien, et je pense que les négociateurs, je me rappelle bien, les négociateurs fédéraux a répondu à une question similaire, et il a dit que il comprenait que les indications géographiques n'étaient pas une forme de protection des noms géographiques canadiens. C'était plutôt en Europe qu'on utilisait ça, et qu'au Canada, la protection des noms géographiques se faisait surtout par les marques de commerce. Donc, mon interprétation, c'est que le négociateur fédéral, le gouvernement fédéral, les législateurs fédéraux, ils n'ont pas une compréhension de la vraie nature des indications géographiques. Ils pensent que l'indication géographique, c'est la même chose, ce sont la même chose que de marques de certification, et qu'il n'y a pas d'indication géographique au Canada. Et c'est pour ça que je pense que l'annexe du Canada était vide. Mais je pense que cette confusion, elle existe aussi dans différents secteurs du gouvernement provincial, parce que le gouvernement du Québec avait un négociateur québécois dans l'équipe de négociation du CETA. Donc, je pense que la confusion est générale. Je pense que les indications géographiques sont très nouvelles au Canada, même au Québec, et parfois les différentes agences du gouvernement, elles ne comprennent pas bien la nature et le rôle qu'ont les indications géographiques. Et c'est pour ça, je pense, c'était à cause de cette confusion. OK, merci. Merci. Une question pour vous, Madame Gravel. Est-ce que Écocer travaille également à la certification des indications géographiques dans d'autres provinces au Canada, et sinon, qui s'en charge? En fait, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres indications géographiques ailleurs au Canada. Il y a vraiment qu'au Québec où on a développé
ce mode de mise en marché-là je ne connais pas dans aucune des juridictions provinciales autres que le Québec une loi similaire à celle sur les appellations réservées. Donc, actuellement, notre périmètre d'action au niveau des appellations réservées, à part le biologique, mais même au Canada, ce n'est pas le mot biologique qui a été réservé, hein, c'est vraiment autre chose, c'est un logo, une estampille. Alors, on travaille uniquement avec les appellations réservées au Québec. Merci. Another question for you, Spiros and Cesare. What can do Italy or Greece against fraud in Canada? Who wants to answer, Cesare or Spiros? You have to turn on your microphone. Did you hear me, Spiros or Cesare? Maybe Spiros is more updated than me. We have we have to stay according to the CETA regulation, where there is a reciprocity of recognition, and some names of ours are protected in Canada. I'm not a lawyer, so I don't know exactly what are the steps which have to be made in Canada against, say, a Parmesan cheese, which now is protected in Canada. Maybe Spiros knows better than me. In Europe, we have a very strong procedure, which is the ex officio, where a producer sees, let's say in Germany, something counterfeit in his product. The Italian authority or the consortium write directly to the authority in Germany, and they are obliged to act immediately against the fraud. I don't know exactly what is the procedure in Canada, but there is this reciprocity of protection, which I think should work well. Spiros, do you want to add something? Your microphone. Okay, I'm sorry. Yes, I don't add something. I don't know exactly what's going on with Parmesan. I know only about feta. I know all the details about the feta. Okay, I'm not a lawyer, as Cesar said. I'm sorry, I'm using the name Parmesan because it's very well known, but any kind of other product from Europe. Don't worry, Cesar. Don't worry. Thank you. Est-ce que peut-être Renata ou peut-être France Gravel, vous le savez, est-ce quand on usurpe un nom qui provient de l'extérieur, est-ce qu'il y a des procédures qui sont effectuées ou ça sort de votre champ de compétences? Je ne pourrais pas répondre. Sous la loi sur les marques de commerce, il y a des procédures. Mais encore une fois, ce sont des procédures de caractère privé. Il faut que l'autorité responsable de l'indication géographique utilise les moyens de défense prévus sous la loi sur les marques de commerce. Donc ça veut dire que il faut aller en cours, entamer une procédure judiciaire pour faire valoir cette protection. Je dois aussi ajouter que il y a toujours aussi les lois, le recours prévu les lois sur l'étiquetage, d'accord? Même quand j'ai répondu à ma première question, si un produit, par exemple, est manufacturé ou est produit ailleurs au Canada, et l'étiquette de ces produits
exprime que le produit est fait au Québec, bon, ça c'est de la fraude alimentaire, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi le recours des lois sur l'étiquetage des produits. D'accord? Et c'est la même chose pour les indications géographiques étrangères aussi. Merci beaucoup. Bon, notre série de webinaires touche déjà à sa fin. Donc, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir pris part à cet événement. Merci aux conférenciers et aux conférencières d'avoir donné de votre temps pour être présents avec nous. Je vous rappelle que la plateforme B2B2Go sur laquelle vous vous êtes connectés pour assister à ce webinaire est une plateforme de réseautage. Demain, si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre la discussion et rencontrer des personnes qui sont présentes sur la plateforme. Donc demain, il y aura une journée en fait de réseautage entre 8h et 17h, donc heure de Montréal, qui vous permettra de rencontrer virtuellement en fait les différentes personnes. La plateforme va rester également active encore quelques semaines, donc il y aura possibilité d'ajouter, par exemple, comme je vous le disais, Renata, vos articles, ou en tout cas d'ajouter des informations aussi, si vous voulez, Cesare et Spiros, y ajouter des informations, on pourra les ajouter. Il va également y avoir des podcasts qui vont être ajoutés et des vidéos. Rapidement, je peux vous mentionner que les podcasts ou les balados, donc il y en a une qui portera sur les chefs et donc sur la culture alimentaire, en fait, donc l'importance de protéger la culture et l'identité des produits. Une deuxième qui abordera davantage l'aspect des producteurs, donc comment garder les savoir-faire et tout aussi les démarches qu'ils ont pu entretenir avec pour avoir des IGP. Et finalement, le troisième épisode portera davantage sur la commercialisation des produits d'appellation, donc comment un petit peu procéder dans toutes ces démarches-là. Et il y aura également une vidéo, un entretien avec le producteur Gaëtan Gaudreau qui produit du maïs sucré de Neuville. Donc tout ce contenu-là sera bientôt disponible sur la plateforme, donc restez à l'affût. Il y aura également une autre série de webinaires qui se tiendra dans une autre province canadienne. Pour le moment, tous les détails ne sont pas fixés, mais donc vous pourrez également avoir cette information. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Merci beaucoup d'avoir été présents avec nous et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Merci.